Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs le bâtonnier national, Mesdames et Messieurs distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, ce samedi 21 octobre 2023, c'est la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024, en votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle à prendre la parole pour l'audience solennelle et publique de ce jour. Nous vous remercions, Monsieur le Président. L'audience publique solennelle et foraine de ce jour de la Cour constitutionnelle est déclarée ouverte. Monsieur le greffier en chef, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait du rôle de l'audience solennelle, publique et foraine au Palais du Peuple, le samedi 21 octobre 2023. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2023-2024. Le siège de la composition est composé de la manière suivante. Kamuleta Badibanga Dieudonné, président. Wassenda Nsongo Cornel, juge. Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre, juge. Bokona Wipa Bonjali François, juge. Kalume Asengo Tcheusi Alfosine, juge. Jalar Yuma Bahati Christian, juge. Lumumbaya Sylvain, juge. Mukolo Kokesha Jean-Paul, procureur général. Aounja Isia Waboussol François, greffier en chef. Merci, Monsieur le greffier en chef. La Cour appelle l'avocat, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, à prendre la parole pour son allocution de circonstances. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités et titres respectifs. J'ai l'honneur de prendre la parole en ce moment au nom de l'Ordre national des avocats à l'occasion de cette rentrée solennelle, conformément à l'article 100 du règlement intérieur du 10 août 2018 de la Cour, celle-ci ayant lieu le premier samedi de la deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année. Pour cette rentrée judiciaire, j'ai jugé utile d'aborder la question
du recrutement des conseillers référendaires, une nécessité pour une contribution significative dans le traitement du contentieux porté devant la Cour constitutionnelle. Tel est le sujet de ce jour. En effet, de par la volonté du constituant, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres qui sont des magistrats particuliers par leurs compétences, leurs qualifications et leur mode de désignation. Il est évident qu'il s'agit de juges compétents, qualifiés et expérimentés, dont le travail est immense et laborieux. À titre purement indicatif, et en ne retenant que le seul contentieux électoral législatif dans un passé très récent, il s'est agi d'1 millier de recours à examiner. Renseignement pris au greffe électoral de la Cour, il avait été enrôlé en 2018 1168 requêtes, ce qui a entraîné des jours et des nuits de travail, avec un délai légal contraignant, de sorte que la Cour constitutionnelle a mis du temps pour clôturer le dit contentieux. Il est ainsi acquis que les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont travaillé et travaillent parfois au-delà de leur force physique, avec toutes les limites inhérentes à la vie humaine. Ainsi, pour épauler les 9 juges dans l'étude et la préparation technique des dossiers, le législateur congolais a-t-il créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires placé sous l'autorité de son président, dont le nombre ne peut dépasser 60, suivant les prescrits des articles 20 et 21 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi organique a été complétée par l'ordonnance numéro 16/70 du 22 août 2016, portant dispositions relatives au statut particulier de membres de la Cour constitutionnelle, ainsi que par le règlement intérieur de la Cour du 10 août 2018, règlement pris en vertu de l'article 41 de la dite loi organique. De ces 2 textes et du règlement intérieur de la Cour, il ressort que les conseillers référendaires ont une mission particulière et indispensable en ce qu'ils assistent les membres de la Cour constitutionnelle dans l'étude et la préparation technique des dossiers auxquels ils sont associés. À ce titre, ils effectuent des recherches documentaires, étudient les dossiers qui leur sont soumis et rédigent des rapports relatant succinctement le fait de la cause, l'état de la procédure suivie, les moyens de requérant, ainsi que d'éventuelles fins de non-recevoir opposées par d'autres parties à la cause, et proposent des notes juridiques aux juges responsables du traitement des dits dossiers. Ils peuvent, sur décision de la Cour, être associés à des enquêtes ou à des instructions menées par les membres de la Cour constitutionnelle. Ils font rapport de l'exécution de leur mission à la Cour constitutionnelle. L'article 26 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle reprend presque les mêmes missions, à savoir que les conseillers référendaires contribuent à l'étude et à la préparation technique des dossiers dont la Cour est saisie. Ils font des rapports, notes juridiques et autres projets d'arrêt à soumettre aux juges avant leur examen et adoption en plénière. Ils travaillent sous l'autorité directe du président de la Cour constitutionnelle, qui, le cas échéant, peut le rattacher au cabinet des juges, après concertation avec les autres membres de la Cour. Ils peuvent être désignés par le président pour assister les juges chargés du service de documentation et d'études. De la lecture combinée des dispositions légales et réglementaires précitées, il se dégage que
Les conseillers référendaires sont des véritables assistants chargés judiciairement d'épauler le 9 juge à la Cour constitutionnelle dans l'étude des dossiers, voire dans l'après des projets d'arrêt. De sorte que, de par la loi, la mission des conseillers référendaires est véritablement une mission juridictionnelle. Les conseillers référendaires ne sont pas à confondre avec les membres des cabinets des juges à la Cour constitutionnelle. Nonobstant le fait, à l'article 34 du règlement intérieur de la Cour, il est prévu que les membres des cabinets des juges remplissent mutatis mutandis un rôle similaire à celui des conseillers référendaires devant la Cour constitutionnelle et qu'à ce titre, les membres des cabinets des juges préparent, sous la supervision de chaque juge, les rapports, notes juridiques et projets d'arrêt relatifs au dossier soumis à ce dernier par le président de la Cour. Ils préparent également les observations sur les dossiers traités par les autres juges. L'existence d'une telle disposition réglementaire ne peut malgré tout justifier la non-installation d'un corps que la loi elle-même a créé au sein de la Cour avec une mission précise. En même temps, j'ai ouï dire que d'aucuns s'interrogent dès lors que le rôle des membres de cabinet des juges à la Cour constitutionnelle est mutatis mutandis, similaire à celui des conseillers référendaires, pour savoir si un tel rôle ne serait pas concurrent à celui assigné au corps de défense de conseillers référendaires par le législateur. À mon avis, une telle critique ne me paraît pas fondée. En effet, les conseillers référendaires sont recrutés sur concours organisé par la Cour constitutionnelle et nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conformément à l'article 8 de l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016, portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Alors que les membres de cabinet des juges sont, eux, plutôt nommés sur proposition de chaque juge, par décision du président de la Cour, conformément à l'article 32, alinéa 1er du règlement de la Cour. De sorte qu'il y a deux expertises, à savoir celle de conseillers référendaires telle que prévue par la loi et celle de membres du cabinet des juges à la Cour constitutionnelle telle que prévue par le règlement, sans pour autant que les deux expertises indispensables ne puissent s'exclure ou s'opposer, car toutes deux concourent à une seule et même finalité, à savoir l'étude et la préparation technique des dossiers soumis à la Cour. Il me paraît donc évident, au regard d'abord des dispositions de la loi organique de la Cour, ensuite de l'ordonnance présidentielle portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour, et enfin des dispositions du règlement de la Cour, que la mission d'étude et de préparation technique des dossiers revenant aux conseillers référendaires est assignée par une loi et que la même mission est aussi confiée aux membres du cabinet des juges par un règlement. C'est autant dire que la mission d'étude et de préparation technique des dossiers soumis à la Cour est accomplie par les conseillers référendaires du fait de la loi et par le membre du cabinet des juges à titre supplétif du fait du règlement. Tout en relevant que le recrutement des conseillers référendaires tarde à venir depuis que la Cour constitutionnelle a été installée, ce qui est fort dommage, il faut en même temps reconnaître avec honnêteté que l'installation du corps de conseillers référendaires exige un budget conséquent. Il revient donc au gouvernement de la République de mettre à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature le budget nécessaire afin de lui permettre de pourvoir à cette exigence de la loi. Ainsi, et pour l'avenir,
il est souhaitable d'organiser le concours de recrutement des 60 conseillers référendaires, dont 3/4 au moins doivent être des juristes, concours pour lesquels le législateur congolais a prévu les conditions de nomination aux articles 22 et 23 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à savoir, dans la catégorie des juristes, nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il ne réunit les conditions suivantes: être de nationalité congolaise, être titulaire d'un diplôme de licence en droit au moins, aujourd'hui de master, ou d'un diplôme équivalent, être de bonne moralité, justifier d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins dans les domaines juridiques, administratifs ou politiques. Dans la catégorie des non-juristes, nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il ne réunit les conditions suivantes: être de nationalité congolaise, être titulaire d'un diplôme de licence au moins, aujourd'hui des masters, ou d'un diplôme équivalent, être de bonne moralité, justifier d'une expérience de 15 ans au moins dans le domaine politique ou administratif. En tenant compte de ce mode de désignation et de nomination des conseillers référendaires, il y a lieu de dire que le recrutement sur concours prévu à l'article 24 de la loi organique de la Cour sous-entend une rigoureuse sélection pour ne retenir que le plus méritant qui, une fois nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, seront soumis au statut des membres de la Cour dès lors que les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi organique de la Cour, s'appliquent à eux mutatis mutandis, tel qu'indiqué à l'article 25 de la même loi. Ainsi, le recrutement sur concours de conseillers référendaires s'avère être une impérieuse nécessité afin d'assister les juges à la Cour constitutionnelle dans l'étude et la préparation technique des dossiers. Car dans la 11e fable du livre 2 de Jean de La Fontaine, le lion et le rat, ne dit-on pas que l'on a souvent besoin d'un plus petit que soi? En tout état de cause, il ressort de l'exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour que celle-ci, entendue la Cour, bénéficie de l'expertise des conseillers référendaires. Autant, il ressort de l'article 5 du règlement de la Cour que le corps des conseillers référendaires est l'une des structures de la Cour constitutionnelle, ce qui consacre son importance. Il reste bien entendu que la Cour peut aussi recourir à l'expertise nationale ou internationale conformément à l'article 26 de la même loi. À mon avis, le corps de conseillers référendaires sera donc utile à la Cour autant le sont les membres respectifs des cabinets des juges, dans la mission de dire le droit et dans le travail au quotidien des juges, car la raison de la création de ce corps par le législateur congolais lui-même me paraît fondamentale. Madame et Monsieur le juge, n'est pas installer le corps de conseillers référendaires serait, dans une certaine mesure, méconnaître la volonté du législateur congolais. Surtout que, comme dit précédemment, les membres des cabinets des juges ne sont pas à confondre avec les conseillers référendaires, qui sont tous les uns et les autres au service de la même Cour pour leur expertise utile, car, dit un proverbe, une main lave l'autre main, les deux mains lavent le visage. Enfin, et pour clore mon propos, je suis d'avis que si le corps des conseillers référendaires n'était pas nécessaire, le législateur congolais ne l'aurait pas créé, à moins qu'il ne soit déjà condamné à disparaître avant son installation, car on ne crée pas ce qui est inutile. Pour toutes ces raisons et considérations, je plaide pour le recrutement sur concours des conseillers référendaires et pour la reprise des travaux par votre cour. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier national. La Cour prend acte de votre allocution et vous remercie. Elle passe la parole à Monsieur le procureur général pour sa mercuriale. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je salue votre auguste présence qui est la marque de l'attention particulière que vous avez toujours accordée à la justice en général et à notre institution en particulier. C'est pourquoi, au nom des magistrats de mon office, du personnel judiciaire et administratif, et au mien propre, je vous prie d'accepter nos remerciements les plus sincères et de croire en l'expression de notre profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ainsi que les représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur, j'ai apprécié cette Cour, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Conformément à l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle tient une audience solennelle à l'occasion de sa rentrée judiciaire. Le procureur général près cette Cour y prononce une mercuriale. Notre mercuriale de cette troisième édition de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle a pour thème les causes d'irrecevabilité dans le contentieux électoral. L'élection est considérée comme le mode universel d'exercice du pouvoir politique et comme l'instrument qui fonde et légitime le pouvoir politique. Elle permet la participation des citoyens à la gestion des affaires de la société par le biais des représentants qu'ils choisissent librement au cours d'un vote organisé de manière compétitive. Elle constitue en outre le procédé par excellence de légitimation du pouvoir. Elle fournit aux gouvernants un titre pour agir et commander, assure leur autorité en même temps qu'elle justifie l'obéissance, car il n'y a en démocratie d'autorité que celle issue de l'élection. Elle assure l'alternance voulue pacifique et aussi civilisée au pouvoir de l'État, comme ce fut le cas lors du scrutin de 2018 en République démocratique du Congo. Elle doit dès lors être entourée de garanties particulières qui justifient l'existence d'un contentieux électoral qui aménage un cadre procédural permettant légalement aux citoyens de faire entendre leur voix à chaque étape de procédure électorale afin de dénoncer les éventuelles fraudes, les déviances et autres irrégularités observées. Tel est le rôle primordial de la procédure contentieuse en matière électorale qui renvoie au droit électoral processuel
entendu comme ensemble de règles qui organisent les formalités que le requérant doit accomplir pour réclamer devant l'organe juridictionnel compétent un droit ou contester les irrégularités qu'il a pu constater dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales, préélectorales et post-électorales. La mise en œuvre de ces règles par le juge électoral suscite les débats, controverses et déclarations en tous sens, au point que certains acteurs politiques et ceux de la société civile ne manquent pas de crier à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique, tant la plupart des requêtes connaissent des décisions d'irrecevabilité, validant ainsi les décisions de la CENI, même si les opérations électorales sont entachées d'irrégularités. Ces acteurs peuvent-ils être suivis dans leurs conclusions ou s'agit-il de la mauvaise mise en œuvre par eux des règles qui fixent les conditions de recevabilité des requêtes en matière de contentieux électoraux? La réponse à ce questionnement fonde l'intérêt de mon propos qui a pour souci de dire aujourd'hui un mot sur les causes d'irrecevabilité des requêtes en matière électorale, non pas pour alimenter ce débat, mais pour éclairer l'opinion congolaise sur l'exacte portée des formalités procédurales telles qu'elles ressortent des dispositions légales et telles qu'elles apparaissent dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Ceci pour lever bien des équivoques. Dans le cadre de cette étude, je me focaliserai sur les élections présidentielles et législatives nationales, matière qui relève de la compétence de notre Cour constitutionnelle. Mon propos sera développé en 2 chapitres. Dans le premier, consacré aux juridictions compétentes en matière électorale, je m'efforcerai de préciser quelques notions relatives à la matière, tout en jetant un regard rapide sur les juridictions compétentes. Le second chapitre abordera les causes d'irrecevabilité de requêtes dans les contentieux de candidature et de résultats, suivi de l'analyse de quelques voies de recours. Suivra enfin une conclusion. Premier chapitre, les juridictions compétentes en matière électorale. Notion sur la recevabilité et la procédure contentieuse. La recevabilité. Une doctrine abondante définit la recevabilité par les conditions requises pour l'ouverture de l'action dont l'intérêt légitime, direct, personnel et juridiquement protégé, la qualité et la capacité à agir en justice. A contrario, la recevabilité trouve son sens à travers la notion d'irrecevabilité. Celle-ci est définie comme une fin de non-recevoir, c'est-à-dire tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription ou la chose jugée. Ces 2 définitions nous conduisent à avancer que la recevabilité est l'aptitude que revêt une demande du fait de sa nature à satisfaire à toutes les conditions de l'action en lui évitant toute fin de non-recevoir. Le processus contentieux. Le vocabulaire juridique définit la procédure contentieuse au sens large comme la branche du droit dont l'objet est de fixer les règles d'organisation et de compétences des tribunaux, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice, et au sens étroit comme l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution juridictionnelle de nature civile, pénale ou administrative selon le cas. Elle est entendue dans le cadre de notre propos comme l'ensemble des formalités que le requérant doit accomplir pour saisir valablement les organes compétents et aboutir au prononcé d'une décision de justice. L'adjectif contentieux, attaché à la notion de procédure, découle du terme contentieux qui est assimilé à un litige, à un sujet de requête, un sujet de débat ou à un procès. En matière électorale, le contentieux se rapporte au domaine de l'élection. Élection qui s'est imposée comme mode de passation pacifique des pouvoirs ou d'alternance pacifique apaisée. D'aucuns affirment que l'utilisation par les acteurs politiques et l'adhésion de ceux-ci à l'idée même de ce mécanisme démontre leur maturité
ainsi que celle de la population à l'ancrage de la démocratie comme mode de gestion des affaires publiques. Il permet le contrôle de la régularité de l'élection par la garantie aux citoyens de l'exercice de leurs droits civiques et politiques et révèle le degré de développement politique de la société. La classification tenant à l'objet du contentieux distingue le contentieux de la loi électorale, le contentieux des listes électorales, le contentieux de la candidature, le contentieux de la campagne électorale, le contentieux des résultats et le contentieux électoral répressif. Cette classification a non seulement l'avantage de couvrir toutes les formes de contestation qui peuvent être soulevées à l'occasion d'un processus électoral, mais aussi elle permet plus ou moins facilement de déterminer l'instance compétente pour en connaître. Quoique tous ces types de contentieux cités ci haut participent à l'appréciation des élections libres et démocratiques, nous ne nous pencherons que sur le contentieux de candidature ou celui des résultats, dès lors que certains soit ne relèvent pas du juge électoral, soit n'ont pas encore été portés devant lui, si bien que leur étude relèverait du droit prospectif ou du droit théorique qui s'écarte de notre approche pratique et concrète. Les juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux. En se fondant sur le critère de la nature de l'élection, le législateur congolais a confié les contentieux des élections présidentielles et législatives nationales aux juges constitutionnels et les contentieux des élections provinciales, urbaines, municipales et locales aux juges administratifs. Le juge constitutionnel, conformément aux articles 161 alinéa 2 de la Constitution, 81 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 27 et 74 de la loi électorale. C'est la Cour constitutionnelle qui connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives nationales. Il importe de souligner qu'il s'agit ici du contentieux des candidatures et de celui des résultats ayant trait à ces élections. Relevons que la Cour constitutionnelle siégeant comme juge électoral est incompétente pour examiner la requête en inconstitutionnalité de la loi électorale. En effet, siégeant en matière électorale, la Cour constitutionnelle est juge non pas de la conformité à la Constitution, mais plutôt juge de la régularité du processus électoral. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral, par sa décision dans la cause sous RCDC 007/KN du 13 avril 2006, opposant le sieur Bossassi à la commission électorale indépendante, le juge administratif. Conformément aux articles 96, alinéa 3 et 104, alinéa 4 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, 27 et 74 de la loi électorale, la Cour administrative connaît du contentieux des élections provinciales, tandis que le tribunal administratif connaît du contentieux des élections urbaines, communales et locales. Il importe de relever que sur pied des articles 74.5 de la loi électorale, 86 et 96 de la loi organique visée sur les juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'État est compétent pour connaître en appel les arrêts rendus au premier degré par les cours administratives d'appel en matière de contentieux des résultats des élections provinciales. Chapitre 2. Les causes d'irrecevabilité des requêtes. Les causes d'irrecevabilité dans le contentieux de candidature. Il se dégage de la lecture des articles 25, alinéa 2, 27 bis, 107 de la loi que la requête en contestation de la décision de la CENI portant publication de listes provisoires des candidats doit répondre sous peine d'irrecevabilité aux conditions suivantes: être rédigé par un requérant ayant qualité, revêtir les formes prescrites et être rédigé
dans le délai fixé. Du requérant ayant qualité, il doit s'agir du candidat dont l'éligibilité est contestée, du parti politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale et de tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire. Le candidat dont l'éligibilité est contestée, il doit fournir la preuve qu'il est candidat en annexant à sa requête le récépissé lui remis par la CENI lors du dépôt de sa candidature et la preuve du paiement de la caution exigée. Faute de ces documents, sa requête sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité. C'est dans ce sens que la Cour suprême de justice siégeant en matière de contentieux électoral et la Cour constitutionnelle ont tranché dans les causes ci-après. RDCC 017/024 du 1er octobre 2011, affaire PPPC contre CENI. Il a été dit, est irrecevable la requête en invalidation des candidatures initiée par un candidat se déclarant président du parti politique alors qu'il n'a versé au dossier aucune preuve de versement du cautionnement ni celle du récépissé de sa candidature. 2. RDCC 023 du 1er octobre 2011, affaire AFDC contre Commission électorale nationale indépendante. Il a été décidé, est irrecevable la requête d'un parti politique tendant au maintien de ses candidats omis de la liste provisoire des candidats députés nationaux lorsque la requérante n'a pas produit au dossier l'accusé de réception de dépôt de sa candidature. Du parti politique ou regroupement politique. S'agissant du parti politique ou du regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale, le requérant doit apporter la preuve de sa qualité en produisant le statut original du parti ou du regroupement politique et l'arrêté d'agrément de ce parti afin de permettre à la juridiction saisie de vérifier si l'organe qui a agi est habilité à agir valablement au nom du parti ou du regroupement politique. Faute de ces documents, la requête sera déclarée irrecevable. La Cour suprême de justice siégeant en matière de contentieux électoral a décidé dans ce sens dans les causes ci-après. RDCC TN 053 du 3 septembre 2011. Parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID, en sigle, contre la Commission électorale nationale indépendante. Il a été décidé. Est irrecevable le recours tendant à la publication de listes pour l'élection législative nationale introduit par un parti politique qui n'a pas produit ses statuts pour permettre de vérifier la qualité de la personne qui agit en justice en son nom. RCDC DN 071 du 3 septembre 2011. Affaire Fonus contre Commission électorale nationale indépendante. Il a été décidé. Est irrecevable pour défaut de qualité le recours en invalidation d'un candidat introduit par le secrétaire général d'un parti politique qui n'a pas produit ses statuts pour permettre de vérifier la qualité de la personne qui agit en son nom. Du candidat indépendant. Concernant le candidat qui s'est présenté individuellement dans la circonscription électorale, il devra également prouver non seulement sa qualité en produisant les mêmes documents que le candidat dont l'éligibilité est contestée, mais aussi apporter la preuve que sa candidature a été déposée dans la circonscription à propos de laquelle il forme sa requête en contestation. Ceci pour éviter qu'un candidat conteste l'élection dans une autre circonscription que celle dont il est en compétition. Faute de satisfaire à ces exigences, sa requête sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité. C'est dans ce sens que le juge a pris cette décision, RCDC 030 KN du 13 avril 2006, affaire Bokwar Nima Osman contre Commission électorale indépendante. Il a été décidé, est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du requérant, sa requête visant la décision ayant refusé d'enregistrer sa candidature car il n'apporte pas la preuve attestant qu'il a déposé un dossier à la Commission électorale indépendante.
de l'avocat ou du mandataire. Il va de soi que l'avocat ou le mandataire qui introduit la requête au nom d'une ou l'autre de ces catégories de requérants doit, en plus des documents que nous avons énumérés plus haut, produire la procuration spéciale en original, lui remise par l'un ou l'autre requérant, repris à l'article 25 alinéa 2 de la loi électorale sous peine d'irrecevabilité. C'est dans ce sens que cette décision a été rendue. RCDC 014 du 1er octobre 2011, affaire Milolo contre Commission électorale nationale indépendante. Il a été décidé est irrecevable la requête d'un candidat indépendant faisant état de l'omission de son nom sur la liste provisoire des candidats retenus à la députation nationale pour défaut de preuve de qualité de l'avocat qui a comparu en son nom sans produire la procuration spéciale à lui établie par ce dernier. Des formes de requête. L'article 27 bis de la loi électorale dispose que la requête en contestation de la liste provisoire de candidature doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne les noms, prénoms, qualités, demeure ou siège de la partie requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des pièces formant le dossier. Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la demande. Ainsi, une requête qui manquerait l'une ou l'autre de ces mentions, comme par exemple le défaut d'adresse du requérant, le nom ou les candidats contestés, les moyens à l'appui de l'invalidation, l'objet de la demande, les griefs allégués, se butera à la sanction de l'irrecevabilité. La Cour suprême de justice a siégé, ainsi que la Cour constitutionnelle, quant à ce RCE 0222-DN du 30 août 2023, regroupement politique Alliance pour la réforme de la République contre Commission électorale nationale indépendante. La décision a décrété l'irrecevabilité de la requête car celle-ci ne reprend ni le nom du candidat, ni les circonscriptions où les candidatures ont été déposées, si bien que la Cour est dans l'impossibilité de l'examiner. La requête est irrecevable. RCE 676-TN du 23 avril 2012, affaire le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, en sigle contre Commission électorale nationale indépendante, est irrecevable le recours en invalidation d'une candidature qui est dépourvue d'objet et qui est obscure. Du délai. Afin de répondre aux conditions de célérité qui entourent le processus électoral, l'article 25 bis de la loi électorale a fixé pour le contentieux des candidatures aux élections législatives nationales un délai de 5 jours pour contester la décision de la publication de la liste provisoire des candidats. Concernant l'élection présidentielle, l'article 107 de la loi électorale fixe le délai de contestation à 48 heures. La saisine du juge est soumise au respect scrupuleux de ce délai. Les réclamations tendant à faire rectifier les erreurs survenues dans la confection des listes de candidatures doivent être introduites dans le délai prescrit, sinon elles sont irrecevables au motif qu'elles sont prématurées. De même, lorsqu'elles sont introduites après le délai, elles sont aussi irrecevables parce que tardives. Le non-respect des délais prescrits a été sanctionné par le juge dans plusieurs autres affaires. À propos du délai, essayez de relever qu'il est aussi contraignant à l'égard du juge électoral, qui ne dispose que de 10 jours ouvrables pour rendre sa décision à compter de la date de la saisine pour les contentieux de listes de candidature. Au-delà de ce délai, le recours est réputé fondé et la Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive. C'est ce qui est survenu dans le dernier contentieux de candidature en 2023, où les partis politiques ont introduit les recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle en rectification des erreurs matérielles. Tous ces arrêts rendus hors délai par cette Cour n'ont pas été pris en compte par la Commission électorale nationale indépendante. Les causes d'irrecevabilité des requêtes en matière de contentieux de résultats. Ces causes sont presque les mêmes que celles examinées sous le paragraphe
des causes d'irrecevabilité des requêtes en matière de contentieux de candidature. Toutefois, l'analyse de la jurisprudence de la Cour suprême de justice siégeant en matière de contentieux électoral révèle que certaines nouvelles causes ont été retenues, à savoir le non bis in idem et obscuri libelli. Non bis in idem. Dans la cause sous RCE 1031, Bardén opposant M. Kwame Forwell contre la CENI, la Cour suprême de justice a déclaré est irrecevable pour violation des articles 168 alinéa 1 de la Constitution, 74 alinéa 1 in fine de la loi électorale et du principe général du droit, non bis in idem, la requête en contestation de rectification des erreurs contenues dans un arrêt rendu sur appel du demandeur, car les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et leur examen de l'arrêt sollicité équivaut à demander 2 fois la même chose. Obscuri libelli. Dans la cause sous RCE 892-N opposant la Ligue des démocrates congolais LIDEC contre la CENI, la Cour a déclaré irrecevable la requête d'un parti politique en contestation des résultats des élections lorsqu'elle ne précise pas l'objet de la demande et se borne à rechercher l'annulation pure et simple des élections législatives dans plusieurs circonscriptions électorales pour des griefs non élucidés et qu'il y a obscurité dans son libellé. Les voies de recours. Selon Serge Brodeau, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles, on désigne par voie de recours l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause, soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas pu tenir compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu'il contienne une erreur de droit. Elles sont regroupées en 2 catégories. En droit judiciaire congolais, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Loin d'épiloguer sur cette classification connue des praticiens et des apprenants en droit, j'évoquerai la tierce opposition comme voie de recours extraordinaire dans le contentieux des élections. Mais avant d'aller plus loin, il est de rappeler qu'au fil des cycles électoraux en République démocratique du Congo, la jurisprudence électorale au sujet de la recevabilité de la tierce opposition a connu une évolution en dents de scie. La jurisprudence de 2006 à 2007, la tierce opposition a été admise au titre de voie de recours dans les contentieux électoraux de 2006 et 2016. C'est ainsi que sous RCE de NKN 372 du 28 février 2007 dans l'affaire Kikaya bin Karoubi contre Assoumani Amani, la Cour suprême de justice a jugé que la tierce opposition est ouverte, même en matière de contentieux électoral, à la personne qui n'a pas été partie au procès, ni personnellement, ni par représentation, et qu'elle n'est prohibée que s'il y a véritablement représentation dans l'espèce envisagée. Qu'un membre d'un parti politique peut agir en tierce opposition contre une décision résultant d'une instance dans laquelle son parti était partie prenante, dès lors que la décision attaquée, au lieu de s'arrêter à l'annulation de la liste du parti politique, l'a sanctionné uniquement sans l'avoir invité personnellement à se défendre. Car dans ces conditions, il n'a pas été véritablement représenté à l'instance susrappelée. Que le juge électoral est le juge de l'exactitude et de la sincérité du résultat et non le juge de la légalité. Ainsi, la tierce opposition est admise dans le contentieux électoral où la mission de garantir la régularité et la sincérité de l'élection est confiée au juge pour permettre à la personne demeurée étrangère au jugement, préjudiciant à ses intérêts, de statuer en ayant connaissance de tous les éléments pertinents à lui soumis en vue d'en apprécier la portée quant au résultat de l'élection. Sous RCE DNKN 360 du 23 février 2007, affaire Pascal Kamba Mandungu contre Force Novatrice pour l'unité et la solidarité. La Cour suprême de justice a jugé
que n'est pas fondée l'exception tirée de l'inadmissibilité d'une tierce opposition pour violation de l'article 19 alinéa 3 de la Constitution, selon lequel le droit d'exercer un recours contre un jugement est garanti à tous et qu'il est exercé dans les conditions fixées par la loi. En l'espèce, bien que non prévu par la loi électorale, la tierce opposition s'impose à titre exceptionnel dans le contentieux électoral où la mission de garantir la régularité et la sincérité de l'élection est confiée au juge pour lui permettre de statuer en faveur d'une personne étrangère au jugement préjudiciant ses intérêts en ayant connaissance de tous les éléments pertinents à lui soumis en vue d'en apprécier la portée quant au résultat de l'élection. Position de la Cour suprême de justice depuis 2009. Le 2 février 2009, les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République se sont réunis en assemblée plénière mixte et ont conclu à la nécessité du revirement de la jurisprudence de la Haute Cour relative à la tierce opposition en préconisant le retour à une interprétation plus orthodoxe de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, après que l'élection de l'évaluation des contentieux électoraux consécutifs aux élections présidentielles, législatives et provinciales de 2006 ait été tirée. À ces fins, le premier président de la Cour suprême de justice a interdit que soient reçues par le juge électoral les actions en tierce opposition, dirigées contre les arrêts ou jugements statuant sur les contestations électorales parce que son article 74 ter alinéa 5 garantit le principe de contradictoire en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat ainsi qu'à la commission électorale indépendante. Il a par conséquent exhorté les juges à veiller scrupuleusement au respect de la contradiction dans le procès électoral et à considérer l'appel comme la seule voie de recours admise par la loi électorale à l'exclusion de la tierce opposition. De ce qui précède, de 2009 à ce jour, la défunte Cour suprême de justice et l'actuelle Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoraux, n'ont pas reçu les requêtes formées en tierce opposition contre les arrêts par elles rendus en matière de contentieux électoraux de résultats. Étant donné que la Cour constitutionnelle est au service du constitutionnalisme, ne peut-elle pas, pour assurer la protection des droits fondamentaux garantis par la Constitution, recourir à sa fonction de régulation afin de rendre possible la tierce opposition dans le contentieux des élections présidentielles et législatives nationales? En réponse à cette interrogation, nous allons examiner la notion du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle en droit constitutionnel congolais et en droit comparé. Le pouvoir régulateur en droit constitutionnel congolais. En droit constitutionnel congolais, seule la régulation de la vie politique par le chef de l'État, commandant suprême, est prévue par la Constitution. En effet, l'article 69 dispose « Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle n'est pas prévu expressément par la Constitution. Mais dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a usé de ce pouvoir régulateur tiré de l'interprétation de divers articles de la Constitution que nous avons énumérés. Le pouvoir de régulation en droit constitutionnel africain comparé. En droit constitutionnel africain comparé, la régulation de la vie politique du juge constitutionnel est reconnue expressément dans la Constitution. À titre d'exemple, en République du Congo, en République de Guinée, en République du Bénin,
en République du Cameroun, en République de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics dans tous ces États. Il est juge du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires. Eu égard à ce qui précède, autant en droit congolais, la Cour constitutionnelle sanctionne ceux des actes de pouvoir exécutif et législatif qui portent atteinte aux droits fondamentaux et par contre-coup à la Constitution, autant elle peut exercer son pouvoir régulateur pour assurer leur protection dans le contentieux des élections. En effet, l'article 168, alinéa 1er de la Constitution dispose « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » L'article 74 de la loi électorale précise « Les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale ne sont pas susceptibles d'aucun recours. » Cependant, l'article 61.5 de la même Constitution dispose « En aucun cas, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux du droit de la défense et le droit de recours. En aucun cas signifie jamais, sans aucune acceptabilité ou possibilité. Donc, même lorsque les circonstances graves menacent la nation, qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions ou même en cas de déclaration de guerre, de proclamation d'état de siège ou d'état d'urgence, il ne peut être dérogé au droit de la défense et le droit de recours. Mais depuis le revirement jurisprudentiel de 2011, la tierce opposition n'est plus admise dans le contentieux des élections comme une voie de recours. Cette méconnaissance appelle la Cour constitutionnelle, en tant qu'elle est un instrument unique de réalisation et de garantie de l'État et de droit, prévu à l'article 1er de la Constitution, de recourir à sa fonction singulière de régulation dans l'architecture institutionnelle de l'État afin d'en assurer l'effectivité. Ainsi, il serait de bon droit de laisser aux candidats, membres du parti politique ou du regroupement politique, la faculté de se pourvoir en tierce opposition pour faire obstacle aux effets d'une décision judiciaire à laquelle il n'a pas été partie à l'instance, ni personnellement, ni par représentation, préjudiciant ainsi ses intérêts. Conclusion. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Honorable Excellence, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je ne peux clore mon propos de ce jour sans rappeler qu'il a porté sur les causes d'irrecevabilité des requêtes en matière de contentieux électoral, spécialement ceux des candidatures et des résultats des élections présidentielles et législatives nationales. Dans le chapitre 1er, j'ai esquissé la définition des notions essentielles liées à notre sujet avant de déterminer les juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux. Le second chapitre m'a permis d'examiner les causes d'irrecevabilité de requêtes en matière de contentieux de candidature et en matière de contentieux de résultats relativement aux élections présidentielles et législatives nationales que j'ai appuyé de quelques cas de jurisprudence et j'ai posé la problématique de la tierce opposition en matière électorale en proposant que, nonobstant l'état de la jurisprudence actuelle de la question, la Cour constitutionnelle ferait œuvre utile en l'admettant exceptionnellement lorsque les droits civils et politiques fondamentaux d'un tiers non appelés à une cause sont violés. La trame ou ligne générale de notre étude a été de souligner qu'en matière électorale, l'aboutissement de toute action en contestation ou en restauration du droit reste largement tributaire de l'observance stricte de la procédure. Pour le Président de la République, je requiers qu'il plaise à la Cour constitutionnelle de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Je vous remercie. La Cour vous remercie pour votre mercurial, Monsieur le procureur général, et passe à la lecture de son discours. Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'assurance de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les magistrats civils et militaires, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs membres des cabinets des juges à la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il est de coutume qu'à la rentrée judiciaire des hautes juridictions se tienne une audience solennelle au cours de laquelle le président de la juridiction prononce un discours développant un thème lié aux activités de sa juridiction. S'agissant de la Cour constitutionnelle, l'article 100 alinéa 2 de son règlement intérieur prévoit ce qui suit. La rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle a lieu le premier samedi de la deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année. Nous conformant à cette disposition, nous nous sommes donné rendez-vous en ce jour pour honorer les prescrits légaux à l'aune de l'année judiciaire 2023-2024. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de mes collègues et au mien propre, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir, en dépit de vos charges d'État, accepté de répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle. En effet, votre présence, une fois de plus, à la rentrée judiciaire de notre institution témoigne à suffisance de l'importance que vous attachez à l'enrichissement et à l'émergence de la justice constitutionnelle dans notre pays. Pour rappel, il y a à peine quelques semaines, vous aviez honoré notre institution lors de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un deuxième bâtiment de notre siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs distingués invités, à l'occasion de l'audience solennelle et publique de ce jour, la plénière de la Cour constitutionnelle a choisi le thème « Les incidences des innovations de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour sur l'activité du juge constitutionnel congolais en tant que juge électoral. Ce choix est validé par les soucis de baliser le chemin au vu des échéances électorales de décembre 2023. En effet, la Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux, s'il est des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs distingués invités,
Après avoir identifié la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs comme cause fondamentale des crises politiques et sécuritaires qu'a connues la République démocratique du Congo depuis son indépendance, le 30 juin 1960 jusqu'au début des années 2000, les constituants de 2006 s'est résolu de mettre en place un nouvel ordre politique basé sur l'instauration d'un État de droit démocratique qui repose sur les principes fondamentaux permettant à la fois la source populaire de pouvoir public, l'organisation de ces pouvoirs et la protection des droits et libertés. De là, on peut parler de la démocratie constitutionnelle congolaise parce qu'elle tend à promouvoir le pluralisme politique, à légitimer le pouvoir établi et à éviter qu'il ne soit tyrannique et despotique, s'imposant par la force. L'élection est pour ce faire la voie indiquée d'accession au pouvoir et par laquelle un corps électoral confère un mandat à une ou plusieurs personnes qu'il choisit par son vote. En tant que tel, il existe les mécanismes, les procédures et les formalités de son organisation, aussi bien dans la Constitution que dans les lois. Les résultats souhaités de confier le mandat à la personne choisie par le corps électoral ne peut être atteint que si, au nombre des principes sur lesquels est fondée la source du pouvoir de l'État, figure le contrôle juridictionnel de la sincérité du scrutin. À ce propos, la quasi-totalité des États à travers le monde attribuent à leur juridiction la compétence de statuer sur les contentieux des élections. En République démocratique du Congo, l'article 5 de la Constitution, au-delà de l'affirmation que tout pouvoir émane du peuple, attribue à la loi la prérogative de fixer les conditions d'organisation des élections et du référendum, et l'article 161 alinéa 2 du même texte fait de la Cour constitutionnelle les juges du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum dans le but de garantir la régularité et la sincérité de l'élection. Ainsi, dans notre exposé, il s'agira en premier lieu de brosser les différentes innovations apportées par la réforme du 29 juin 2022, particulièrement celles avec incidence sur le traitement du contentieux des candidatures. Viendra l'analyse de quelques traits marquants de la jurisprudence de la Cour en dehors des innovations de la loi électorale. Point 1. Les innovations législatives dans le cadre du contentieux des candidatures. Pour ce qui concerne la phase du contentieux des candidatures, plusieurs innovations législatives ont été apportées. Il s'agit notamment des cas des inéligibilités définitives et temporaires, de la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes électorales, conformément à l'article 14 de la Constitution, du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition et de l'interdiction de cumuler l'exercice des fonctions d'agent de la Commission électorale nationale indépendante avec une activité politique. Cela étant précisé, abordons à présent chaque innovation retenue dans le cadre de cette brève étude. Petit 1. Le cas des inéligibilités. La loi électorale prévoyait, avant la réforme intervenue récemment, précisément son article 10, des cas des inéligibilités. Cependant, la lecture de la disposition légale précitée, telle que modifiée, il se distingue dorénavant des cas des inéligibilités définitives de celles appelées temporaires. Cette innovation apporte une distinction inhérente à la jouissance de droits politiques dans la perspective de la non-moralisation des enjeux électoraux. Elle vient donc renforcer une dimension essentielle liée à la moralité des élections. Grand A, des inéligibilités définitives. L'article 10 in fine de la loi électorale telle que modifiée à ce jour dispose, je cite, « Sont inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. » Au regard de cette disposition, certaines personnes ne pourraient désormais en aucun cas être éligibles à une élection ni avoir accès aux fonctions publiques électives
à partir du moment qu'elles ont été condamnées par une décision de justice devenue irrévocable pour l'un de 3 crimes, à savoir le crime de guerre, les crimes de génocide et crimes contre l'humanité, et dont l'auteur est reconnu coupable et condamné. L'inéligibilité dans ce contexte est d'origine judiciaire. Appelé à appliquer cette disposition dans la cause sous RCE 0252-DN, initiée sur saisine du procureur général près la Cour constitutionnelle contre les candidatures heurtant la disposition susvisée, par son arrêt rendu le 12 septembre 2023, la Cour a constaté l'inéligibilité à titre définitif des candidats concernés et a ordonné à la CENI de les retirer respectivement des listes du parti politique et du regroupement politique qui les avait alignés. Ainsi, sur cet aspect, la Cour a annulé la décision de la CENI qui avait déclaré recevables ces candidatures de nos compatriotes qui avaient été condamnés par les juridictions internes et internationales pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités. Il s'y est de noter que, bien que le procureur général près la Cour constitutionnelle ne soit pas repris parmi les requérants en contestation de la liste provisoire des candidats, c'est à bon droit que la Cour a estimé que ce dernier pouvait intervenir en l'espèce dès lors que les dispositions légales d'ordre public sont mises en péril. Grand B, des inéligibilités temporaires. La loi électorale prévoit d'autres cas d'inéligibilité qui ne sont pas définitifs. Elles sont temporaires et constituent un empêchement pour toute personne à se porter candidat à une élection politique, et ce pour plusieurs raisons. Elles peuvent être consécutives à la fonction qu'exerce la personne concernée. Ainsi, dès lors qu'elle n'assume plus les charges publiques qui l'empêchaient de se présenter au scrutin, elle recouvre son droit de se faire élire. C'est le cas des membres de la Commission électorale nationale indépendante et des mandataires actifs dans les établissements publics et sociétés du portefeuille. C'est dans ce sens que la CENI avait déclaré une candidature irrecevable au motif que le candidat concerné était un agent de la CENI. Cependant, dans son arrêt sous RCE 022 du 26 août 2023, la Cour a précisé que les dispositions de l'article 10.9 de la loi électorale évoquées par la CENI ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce, d'autant plus que cette dernière est en défaut d'apporter la preuve de l'acte d'engagement ou de la nomination de l'intéressé, tel que prévu par l'article 25, littéra 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Dans l'entendement de cet arrêt, l'inéligibilité temporaire concernée par le cas d'espèce doit se prouver par des actes. D'autres cas d'inéligibilité temporaire peuvent résulter de la condamnation judiciaire irrévocable du chef, notamment des infractions de corruption, des détournements des deniers publics ainsi que de banqueroute. Pour les deux premières, le législateur prévoit généralement comme peine complémentaire l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. C'est aussi le cas des personnes frappées d'incapacité mentale médicalement prouvée au cours des 5 dernières années précédant les élections. Pour ces personnes, la décision judiciaire établissant leur incapacité doit, s'il s'avère, sur base d'une expertise médicale, qu'elles sont désormais lucides, être changées par une autre attestant leur nouvel état avant de jouir du droit à l'éligibilité, compétence qui revient au juge civil et non au juge électoral. En somme, l'inéligibilité temporaire cesse lorsque sa cause n'existe plus. Ainsi, la personne concernée a la possibilité de recouvrer son droit de vote et d'éligibilité. Lors du traitement du contentieux des candidatures, le juge électoral vérifie les motifs justifiant la recevabilité ou l'irrecevabilité de la candidature contestée. Il y a lieu de relever que seul le candidat indépendant ou le parti ou regroupement politique ayant présenté un candidat dans la circonscription électorale concernée peut contester une candidature pour cause d'inéligibilité.
À ce propos, sous RCE 0242-DN du 31 août 2023, la Cour a déclaré irrecevable une requête sur pied de l'article 25 de la loi électorale, car le requérant n'avait pas présenté des candidats aux élections législatives dans les circonscriptions électorales dont référence dans sa requête. Petit 2. La prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution. L'une des autres innovations de cette nouvelle loi électorale concerne la mesure incitative prise par la loi en vue de l'effectivité de l'article 14 de la Constitution qui institue la parité au regard hommes-femmes dans la participation à la gestion des affaires publiques à travers l'éligibilité des femmes. Concrètement, la nouvelle disposition exempte du paiement de cautionnement la liste électorale d'un parti ou regroupement politique qui alignerait au moins 50% de femmes dans une circonscription électorale. Ainsi, lorsqu'il y a contestation ou réclamation, les juges électoraux vérifient la régularité de la décision de la Commission électorale nationale indépendante au regard des exigences légales de recevabilité d'une candidature. Ce seuil est le minimum légal et donc d'interprétation stricte. La question de l'interprétation stricte de la disposition s'est posée lors du contentieux de candidature devant la Cour, où un regroupement politique avait contesté la décision de la CENI portant publication des listes provisoires des candidatures. En effet, sous RCE 0017 du 26 août 2023, le requérant reprochait à la CENI de n'avoir pas voulu réceptionner 135 dossiers de candidature reprenant 50% de femmes, au motif qu'il n'avait pas annexé au dossier de candidature les preuves de paiement des frais y afférents. Cependant, la Cour constitutionnelle a relevé que le requérant n'avait pas produit d'éléments probants. Par cette réponse, la Cour a voulu rappeler qu'une telle procédure ne nécessite pas seulement d'alléguer l'alignement des 50% des femmes, mais qu'il faille également prouver ces allégations, car qui allègue un fait doit en apporter la preuve. Petit 3. L'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. L'article 22, in fine, de la loi électorale a institué le seuil de recevabilité des listes. Il s'applique aux élections des députés nationaux et provinciaux ainsi que celles des conseillers municipaux, communaux, locaux ou des secteurs ou chefferies, c'est-à-dire des élections relatives aux assemblées délibérantes dans lesquelles les sièges sont en compétition. Au regard du principe posé par l'article 22 in fine de la loi électorale, tel que modifié et complété à ce jour, pour que la liste d'un parti ou regroupement politique soit déclarée recevable, ce dernier doit présenter 60% des candidatures des sièges en compétition, soit un minimum de 300 candidats, ce pour la députation nationale. Si le juge électoral reçoit une contestation d'une décision de la Commission électorale nationale indépendante, invalidant une liste de candidatures présentées par un parti ou regroupement politique pour non-atteinte du seuil de recevabilité, il appréciera, au regard des éléments et pièces en présence, les fondements de la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Dans ce sens, la Cour a décidé sous RCE 0034-DN du 30 août 2023 que, dès lors que le requérant a produit au dossier des récépissés des candidatures, des attestations de paiement de cautionnement, des listes journalières, listes albums, et d'autres pièces pertinentes constituant des preuves de dépôt de candidature, mais aussi des lettres de dénonciation et des procès-verbaux de constat de reçu de la part des agents de certains BRTC, de réceptionner les candidatures, il y a lieu d'ordonner à la CENI de constater que le requérant a déposé des listes de candidatures faisant un total, pour l'ensemble du territoire national, de 320 candidats, atteignant de ce fait les seuils de recevabilité, et ainsi de publier ces listes dans la liste définitive des candidatures. Dans l'hypothèse où les juges constatent que le seuil n'a pas été atteint, la liste des candidatures sera invalidée. De même, lorsque, en invalidant certains candidats,
une liste des candidatures qui avaient atteint les seuils avant les invalidations se voit vidée de certains candidats ne permettant plus d'atteindre les seuils. Cette liste sera par voie de conséquence déclarée irrecevable. En somme, l'introduction de seuils de recevabilité participe à la rationalisation du processus électoral en cours et au renforcement de l'efficacité de la gestion du dit processus. Petit point 4. L'interdiction de cumuler l'exercice des fonctions d'un agent de la Commission électorale nationale indépendante avec une activité politique. C'est l'article 79 bis de la loi électorale qui interdit le cumul de l'exercice de fonctions d'agent de la Commission électorale nationale indépendante avec une activité politique. Il s'agit de la volonté du législateur d'éviter que les agents de la Commission électorale nationale indépendante deviennent ainsi juges et parties, ce qui serait de nature à mettre en danger l'indépendance et l'impartialité de la centrale électorale en créant un conflit d'intérêts. En cas de contestation de la décision de rejet de la candidature par la Commission électorale nationale indépendante, le juge électoral doit vérifier si cette preuve de la mise en disponibilité a été versée dans le dossier du candidat. À défaut, il maintiendrait la décision d'irrecevabilité de la candidature. Grand point 2. Analyse de l'évolution des jurisprudences en dehors de la réforme de la loi électorale. Au-delà de l'analyse des innovations introduites par la loi électorale, il s'avère d'une grande utilité, par cette occasion solennelle, de revenir sur 3 questions majeures sur lesquelles la Cour a eu à déterminer sans atermoiement sa position. A. Application par les juges électoraux de l'article 21.3 de la loi électorale. Le premier point de l'évolution de la jurisprudence porte sur l'application de l'article 21.3 de la loi électorale qui dispose en substance qu'une candidature est irrecevable lorsque le candidat s'est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin. En effet, en application de cette disposition, la CENI a eu à invalider des candidatures au motif que les candidats invalidés apparaissaient sur une autre liste. Mais lorsque ces candidats viennent en contestation de la décision de la CENI les invalidant, la Cour n'a pas manqué à plusieurs occasions de vérifier si toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir invalider la candidature d'un citoyen et par ricochet la mise en suspension de son droit fondamental d'être élu pour l'échéance concernée. C'est le cas notamment de l'arrêt RCE 0139/DN du 30 août 2023. Vérifiant les pièces, la Cour constitutionnelle constata que les requérants ne savaient pas qu'un autre regroupement politique l'avait aligné ailleurs comme suppléant, et cela sans son accord. Devant pareille situation, la Cour estime que, pour candidater même comme suppléant, cela exige l'intervention et l'engagement personnel du concerné. Ainsi, le fait pour un autre regroupement politique de l'aligner dans ce sens est un acte de fraude qui ne pourrait être imputé ni au candidat qui est titulaire, ni au regroupement politique qui a présenté la candidature, leur bonne foi devant être protégée. Dans un autre dossier sous RCE 0141/DN du 31 août 2023, la Cour a été saisie par une requête en validation d'une candidature sur la liste d'un regroupement politique. Dans les faits, son regroupement soutient le caractère arbitraire et non fondé de la décision de la CENI, invalidant le précité au motif que sa candidature était irrégulière pour doublon, alors qu'il n'avait pas été alerté par cette dernière pour venir corriger cette irrégularité évoquée par elle. La Cour constata qu'il n'y avait aucune preuve dans le dossier attestant que le candidat invalidé était invité pour régulariser son dossier. Ce faisant, elle estima que les droits de la défense énoncés à l'article 61.5 de la Constitution supposent qu'aucune sanction ne peut être portée contre une personne sans qu'il ne lui soit accordé la possibilité de rencontrer les griefs portés à sa charge susceptibles d'entraîner une condamnation contre lui, et ce,
devant toute juridiction et à l'occasion de toute procédure, notamment celle relative au droit électoral, suivant l'esprit et la lettre de l'alinéa 2e de l'article 21 de la loi électorale. Il s'ensuit que la Cour constitutionnelle considère le respect des droits de la défense comme une nécessité indérogeable dès lors qu'une personne est susceptible d'être sanctionnée dans une quelconque procédure, tant administrative que judiciaire. C'est pourquoi la Cour a, dans cette affaire, ordonné à la CENI de déclarer recevable la candidature concernée. Point B. Le point de départ de la saisine du juge électoral en ce qui concerne les délais de traitement des dossiers. La deuxième question majeure concerne le point de départ de la saisine de la Cour constitutionnelle contenu à l'article 27.2 de la loi électorale qui dispose en substance que les juridictions chargées de connaître du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidatures disposent de 10 jours ouvrables pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. Sur cette question, la Cour a considéré que le point de départ du délai de sa saisine courait à partir de l'audience dès l'instant où elle-même se déclare saisie. Point C. Régime juridique de l'erreur matérielle. La loi électorale autorise les juridictions compétentes en matière de contentieux de résultats de rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions. Rappelons ici que l'erreur matérielle est une inexactitude qui se glisse dans l'exécution d'une opération, dans la rédaction d'un acte ou dans le contenu de celui-ci et qui naturellement appelle une correction. Il s'agit donc d'une inadvertance générale qui ne conduit pas nécessairement à la nouvelle contestation, mais dont le juge apprécie souverainement à partir des données plutôt évidentes qui lui permettent, les cas échéants, de la redresser. C'est dans ce sens que l'arrêt de la Cour sous RCE 02258-DN du 25 septembre 2023, il a été décidé que nuls ne doivent pas être considérés comme réparables par voie de rectification d'erreurs matérielles, notamment les erreurs d'ordre intellectuel, les appréciations inexactes d'un fait, d'une responsabilité, d'une preuve ou de tout autre élément de la cause, les erreurs ou les erreurs juridiques. En conclusion, j'ai parlé des incidences de la réforme du 29 juin 2022 sur le travail de la Cour constitutionnelle comme juge électoral. Il n'a échappé à personne que de leur grand nombre, seules quelques-unes ont prouvé leur incidence, notamment la distinction entre les inéligibilités temporaires et définitives, l'institution du seuil de recevabilité des listes, la prise en compte de la dimension genre qui ont été illustrés par de nombreux exemples à travers les contentieux des candidatures. Cependant, fidèle à la mission générale du pouvoir judiciaire de garantir des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, exprimés à l'article 150 de la Constitution, la Cour a interprété la loi dans le sens de leur promotion et protection, notamment en sanctionnant les candidatures doubles ou inéligibles par l'éviction des seuls coupables, en offrant aux partis ou regroupements politiques les ayant présentés de les remplacer utilement, estimant qu'ils n'auraient pas pu se rendre compte de leur fraude ou de leur délinquance. Mais elle n'a pas manqué non plus de sanctionner les partis ou regroupements politiques qui ont aligné des personnes sans leur consentement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'assurance et l'expression vive de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, après cette présentation des innovations issues de la réforme électorale de 2022, je tiens à préciser que, durant le traitement du contentieux des candidatures, la Cour constitutionnelle a abattu un travail exceptionnel dans le traitement des dossiers et a rendu ses arrêts dans le délai lui imposé par la loi électorale en travaillant pour ce faire de jour comme de nuit. Il sied de relever ainsi que, suite à ces arrêts, certains requérants sont revenus devant la Cour en procédure de rectification d'erreurs matérielles. Au nombre total de 13 requêtes enrôlées,
toutes ont été déclarées irrecevables. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive la Cour constitutionnelle. Je déclare ouverte l'année judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2023-2024. Je vous remercie. Le seul point qui était inscrit à l'ordre du jour étant consommé, l'audience est levée. Et nous remettons la parole au protocole pour la suite de la cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Il est prévu un cocktail pour les invités. Tshisekedi Tshilombo va devoir quitter la salle de congrès, mais bien après l'exécution de l'hymne national. za mwana Congo ngelmeji bwase tujikundekelo kwa chibilu chilonglo la jitukujalelo mwabavo bena tubaji tuabuzingi bwa bilumbu nanga tubajitana mikenji ajitonga twe tunzulu la bibi mbokuto jemijimu yabo masiko mafika kuwa satu avumikala mele muchalo discours ja kumpala mavwa habikala ba ja kulonu kujibatonye vumikala mule jean tatu majinga ni malomba bwa lwendi lwa tubajetu ni discours jibiji mabajela kuji procureur général mkalenga mukolongo kesha Jean Claude vumikala mwapwila pai mwandulu bitu mweka kono bya masulangana mani bwa seji tunga Kongo mwala tadi mukati kati mwajiji longolo ku masula ni pashisha vumikala chisala kuti jedona kamuleta udumikala fumu ujika tubajetu dunkutu tagala mikenji ajitunga uduma pwile pa mkenji wa masulana muna mwajitunga uleje kwa sebile mabio sibikala bienze kama masulana asha jwanima kabiene byakana bwa bienze kabi masulana asha fumu ajitunga ja Kongo mwala ta Felix Antoine Tshilombo muteleje ni ntemeyoso mushindu maskura amikala mapeta ni katataka wa patuki pa munbukalenga bujima wa Jean Michel Samalukonde bakala basali kusekelu ni baleje pala batubajetu shilangane tuamunde mwajitunga ja Kongo wa betu bankambwa mami mambweni Atondo mingi Rachel Keta ya solo tokomi na suka ya milio mokoma lelo bozungi nzela mosala ya bazuzi ya likolo to pe cour constitutionnelle kati na mokoma lelo ezalaki lisikulu misato nde etangamaki ya yambo ezalaki ya batoni national oyo atalisaki makambo maye bazali na bosenga kuna na cour constitutionnelle nzokande elandaki procureur général okati ya lisikulu ya ye atalisaki bowelani boye bozwamaka kati na maponomi na yango basengi ete mbala elekaki mwa bowelani moke ezalaki kasi
sika esengeli makonami masalema na kimia makambo mana mazala te ebongo lisukolo ya suka etangamaki bongo na ye moko mokambi ya cour constitutionnelle mwana mboka Dieudonné Kamoleta Badibanga oyo ayebisaki ya solo balingi soki moke te lisusu bowelani bokoka kozala nto mpe maponomi makoka kozala na nkokoso ndenge esalaka na mbala elekisika esengeli manso malika na kimia po ete bana somi ekolo Congo démocratique bapona nani oyo balingi po ya kokamba ekolo ya biso. Merci Rachel Keta, merci Amami Mambouini. Jacques Chiboaboa, l'audience solennelle et publique est donc terminée, mais on est resté dans la matière électorale compte tenu du fait que d'ici la fin de l'année, la République démocratique du Congo va connaître les élections générales à tous les niveaux et tous les intervenants sont revenus sur cette matière électorale succinctement, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été dit et spécifiquement les résumés de chaque intervention, allocution, discours et puis mercurial. Ok, Edith Chala, en suivant les trois exposés, et j'ai eu l'impression, en fait c'est même ça qui est remarquable, apparemment on dirait qu'ils se sont concertés parce qu'il y a une harmonie, une cohérence, donc une logique. Le premier intervenant, qui est le bâtonnier national, M. Michel Chebele, a évoqué la question de l'organisation de la Cour constitutionnelle. Enfin, la Cour constitutionnelle existe depuis 8 ans maintenant, parce que depuis 2015, c'est pratiquement une jeune cour. Alors pour le bâtonnier national, il veut que tous qui doivent effectivement être membres et intervenir d'une façon ou d'une autre dans cette cour soit déjà installés. Nous avons déjà le premier président de la Cour constitutionnelle, nous avons les juges qui sont là, ils sont au total au nombre de 9. Mais lui a jugé bon que ces juges, au regard de l'abondance de la matière, soient épaulés par les conseillers référendaires. Alors il a insisté pour que ce conseiller référendaire soit nommé et à travers justement un concours de recrutement rigoureux. Et c'est ça ce qu'il a dit. Bon, à part lui, donc dès qu'il a terminé, parce qu'une fois la Cour constitutionnelle complète, elle va affronter les élections, les contentieux, les élections. Ce sont des matières qui sont vraiment très sensibles. Il faut des personnes compétentes pour pouvoir traiter ces matières. C'est ainsi que dans le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, il a été évoqué cette question de contentieux, justement, de contentieux et même les causes d'irrecevabilité des candidatures et aussi, oui, même le résultat des élections. C'est-à-dire que lorsque la Cour est complète, même la matière à traiter, par exemple, les contentieux électoraux, sera traitée sans problème avec des personnes compétentes. Et le président, lui, a loué les innovations de la loi électorale pour montrer qu'elle a apporté beaucoup d'innovations, de nouveautés et qui ont fait, en fait, des jubilés tout ce qu'il y a eu comme plainte, comme frustration. Et il a loué cette loi. Et voilà, sur cette note, il déclare que la session vient d'être ouverte, la session pour l'exercice 2023-2024 de cours et tribunaux. Merci Jacques Chiboaboa. Giscard Koussema, en quelques lignes, l'audience solennelle est terminée. Oui, elle est bien terminée, elle est ouverte, la session 2023-2024 qui a donné déjà ses couleurs parce qu'elle sera essentiellement consacrée à la question électorale. Et donc aujourd'hui, le public s'est fait une idée du travail, de l'énorme travail que cette Cour aura à faire dans le cadre du processus électoral. Et comme je l'ai dit tantôt, le premier exercice, c'est dans quelques jours avec la proclamation de la liste définitive, ce qui va ouvrir le débat électoral.
Merci Giscard Koussema, merci Jacques Chiwaba pour ces interventions. Tout a été donc dit au cours de cette audience solennelle et publique pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Tous les politiques ont certainement suivi, tous les candidats se sont donc informés sur ce que sera le prochain contentieux électoral. Merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.